C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech. Vous nous regardez les 10h45, on est en direct sur la chaîne Bismart et on va commenter l'actu aujourd'hui avec mes débriefeurs, mes super débriefeurs devrais-je dire. Angélique Gérard, bonjour Angélique. Bonjour Delphine. Présidente de Women in STEM Europe, vous vous occupez des femmes dans la tech, ça tombe bien parce qu'on va beaucoup en parler ce matin. Éric Le Quélénec est également avec nous. Bonjour maître, avocat au cabinet Flichy-Granger, bienvenue. On va évidemment s'intéresser à toutes ces questions juridiques autour du numérique. Et puis Philippe Legrand est avec nous également, vice-président d'Infranum. Ça tombe bien, on a beaucoup de questions sur nos réseaux et la fibre optique et est-ce qu'on a des risques de coupure, ça va pas faire partie de nos sujets. Je précise que vous êtes également le président de Téléos, donc un spécialiste des télécoms s'il en est. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes sur nos sujets. Oui, on va parler du risque de succession, de démultiplication de pannes et de coupures Internet à cause du déploiement d'une fibre optique peut-être un peu à marche forcée. En tout cas, on a une alerte sur la question de la maintenance et de l'entretien de ces réseaux. On va faire notre petit revue de presse aussi pour sortir nos cartons rouges, cartons verts. On va donner notre avis sur OpenClaw. On va parler de l'IA qui libère ou non du temps. Et puis, on sortira nos coups de cœur et nos coups de gueule, évidemment. Mais on commence donc avec une initiation au code qui est réservée aux femmes. Et pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Sanae Blanc. Bonjour Sanae. Bonjour Delphine. Vous êtes la directrice de la communication du Campus 42 Paris. C'est vous qui pilotez l'organisation des événements importants sur ce campus et particulièrement cette piscine Discovery, donc une semaine d'initiation, plusieurs semaines dans l'année, d'initiation au code qui sont réservées aux femmes. Ça se déroule en ce moment même, donc merci beaucoup d'être en direct avec nous. Combien de femmes en ce moment s'initient au code chez 42 ? Alors, en ce moment même, elles sont près de 300 femmes à s'initier à la programmation. Elles découvrent la programmation web, donc HTML, CSS, JavaScript, avec la pédagogie de 42, la pédagogie du peer learning, où on n'a pas de cours, pas de prof. Elles apprennent par elles-mêmes et grâce aux autres sur la base, bien sûr, d'un cursus pédagogique. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, elles puissent, bien sûr, découvrir la programmation, grâce à la pédagogie de 42, découvrir qu'en fait, quelque chose qu'elles pensaient complètement inaccessible, et ben en fait, finalement, elles ont réussi à l'apprendre et en plus de ça, elles l'ont appris grâce à elles-mêmes. Et 3, l'idée, c'est de pouvoir leur donner la liberté de choix, de faire un choix éclairé et potentiellement peut-être de rejoindre les métiers de la tech. C'est des semaines qui fonctionnent extrêmement bien puisqu'à la fin de ces semaines, elles sont près de 20% à décider de rejoindre 42. Donc, je précise, je rappelle que chez 42, tout est gratuit. Donc, la piscine également. Quand on parle de femmes, on parle de quel type de profil ? Est-ce que ce sont des femmes en reconversion, des jeunes étudiantes ? Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous, là ? Alors, sur les piscines Discovery, on a tout type de profil. Ça va de 16 ans jusqu'à 60 ans. C'est des femmes en reconversion, ça peut être aussi des étudiantes. L'objectif de cette semaine, c'est vraiment de la découverte pour qu'elles puissent, par la suite, potentiellement, vraiment avoir cette liberté de choix. Et ensuite, une fois qu'on est à 42, effectivement, vous l'avez dit, 42, c'est donc une formation en informatique entièrement gratuite, sans condition de diplôme, sans condition d'âge, sans condition financière. Et l'idée, donc, c'est qu'on a effectivement tout type de profil. Notre conviction à 42, c'est que n'importe qui peut apprendre à coder si tant est qu'il en ait envie grâce à notre pédagogie du peer learning. Ouais, peer learning, donc comme le peer-to-peer, de pair à pair, en fait, on apprend en s'entraidant, en travaillant ensemble. Alors moi, j'ai voulu m'inscrire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai fait quelques initiations au code déjà, mais pourquoi pas tenter une vraie piscine chez 42. Et en fait, c'est super simple pour s'inscrire. On remplit un formulaire, on dit pratiquement rien sur nous. Il suffit d'avoir plus de 16 ans, en fait. C'est la seule condition. Exactement. Alors attention, pour les piscines Discovery, effectivement, c'est sans condition. Pour la piscine, qui est l'étape pour rejoindre 42, il y a 2 petites étapes avant ça. Il y a des jeux en ligne et ensuite une réunion d'information. Et ensuite, effectivement, on peut s'inscrire à la piscine. Mais le constat, il est exactement ça, c'est que n'importe qui peut s'inscrire, en tout cas à la piscine Discovery et voire même à la piscine. Les étapes sont assez simples. Et c'est ensuite, pour rejoindre 42, il faut passer cette piscine qui est donc ce mois de sélection pour pouvoir ensuite rejoindre l'école. Mais les piscines Discovery, qui sont donc une semaine de découverte, effectivement, n'importe qui peut s'inscrire directement en un clic. Voilà, donc moi je suis n'importe qui, et donc j'aurais pu m'inscrire. Bon, la question que je me posais finalement, c'est pourquoi faire vraiment une semaine dédiée aux femmes ? Puisque
vous faites pas de sélection sur les profils, donc on imagine que quand on apprend de pair à pair, bien qu'on soit avec un groupe de débutants ou qui connaît déjà un petit peu le code, ça change rien. On progresse quand même. Donc on pourrait progresser aussi dans un environnement où il y aurait des hommes, des garçons. Complètement. Et c'est d'ailleurs le cas une fois qu'on est à 42. Ouais. Et là, ce sont des semaines découvertes. Et donc, pourquoi elles sont réservées aux femmes? Pour 2 raisons. La première, c'est pour que les femmes se sentent légitimes de s'y inscrire. Parce que je vous apprends rien, dans la tech aujourd'hui, il y a près de 4 femmes sur 10 qui sont découragées par leur entourage de poursuivre leurs études dans la tech. On a énormément de stéréotypes sur le fait que ce serait potentiellement des métiers réservés aux hommes, ce qui n'est pas le cas. Donc, la première raison, c'est pour qu'elles puissent se sentir légitimes. La deuxième raison, c'est pour créer un environnement dans lequel elles se sentent bien pour pouvoir découvrir sans pression, en toute bienveillance, la tech. C'est pour ça que c'est réservé aux femmes, et bien sûr, évidemment, une fois qu'elles rejoignent 42, la piscine, etc., tout ça, elles sont avec les hommes, et elles sont d'ailleurs autant capables que les hommes de poursuivre par la suite la formation. Alors moi, je voudrais faire quand même le jeu du carton rouge, carton vert. Est-ce que vous êtes pour les événements 100% réservés aux femmes ? Alors, mettez-les devant vos micros, comme ça on voit bien tous vos points de vue. Ok, donc il n'y a que moi qui suis un peu dubitative. Alors, défendez-moi cet argument, s'il vous plaît, parce que moi, je regrette qu'on soit obligé de faire ça. Ah oui. Et je me dis qu'en plus, dans le monde du travail, il faut apprendre à travailler avec tout le monde. Donc, voilà. Et en plus, ça donne un peu cette idée, peut-être que les femmes, elles n'auraient pas forcément peut-être les mêmes capacités vis-à-vis du code. Enfin, je sais pas. Moi, ça me gêne. Voilà. J'ai mis un orange, en vrai. Je suis pas Oui, on sait bien. Alors, défendez-moi votre point de vue. Moi, je trouve que c'est une super initiative. En fait, le problème dans la tech, c'est pas le manque de talent, c'est justement le manque de femmes qui osent. Et donc là, la porte est ouverte. Donc effectivement, je suis d'accord avec Sanae. En fait, ça permet effectivement de lever l'autocensure, de créer un climat de confiance entre femmes, parce que entre femmes, on y arrive ensemble. Donc on arrive à se pousser, ça lève des freins, donc c'est positif. Il s'avère que j'ai eu recours moi aussi à ce dispositif. Il faut qu'on soit en confiance aussi avec des hommes, Angélique. Mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est parfois moins inclusif quand on est avec des hommes. On a par exemple, très souvent, on entend dire ouais, tu fais les piscines, t'es prise parce que t'as un vagin. C'est des trucs qu'on entend quand on parle à des jeunes femmes. On en est là quand même pour dire les choses telles qu'elles sont. Moi, il y a 15 ans, j'ai eu recours à ces dispositifs assez ciblés, de faire des promos 100% de femmes dans mes équipes chez Free, parce que je n'avais que des hommes. Et en réalité, ça se passe très bien. Donc là, la vraie clé de succès des piscines, c'est pas le nombre de femmes qui vont rester, même si j'ai compris que potentiellement 60 sur les 300, c'est de se dire, in fine, combien vont réussir réellement, combien vont rester, combien vont prendre leur place dans des environnements mixtes. Et puis, il faut voir ça comme un outil de rattrapage qui est, je pense, extrêmement précieux, pas comme un modèle de société, je suis d'accord, Delphine, parce qu'on ne fait pas une tech avec les femmes, on veut pas faire une tech entre femmes, on veut faire une tech avec les femmes, on veut que ce soit durable et qu'elles prennent leur place. Puis pour ceux qui disent c'est de la discrimination positive, non, c'est pas de la discrimination positive, c'est du rattrapage économique. Ok, très bien. Ouais, 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. d'Angélique, Oui, et surtout la phrase à mon avis, on doit retenir, c'est ça. Hein, c'est pas une démarche entre les femmes, mais avec les femmes. Et effectivement, cette carence d'initiatives féminines dans la tech liée à notre histoire, notre culture et le regard que l'on porte sur les femmes doit être contrée. Et ces démarches de stimulation sont tout à fait les bienvenues. Donc, il faut les encourager, sans stigmatiser, et pour créer une tech avec les femmes et pas entre les femmes. J'ajoute que beaucoup de gens disent maintenant le développement ça va être fait par des IA. Non, on a besoin effectivement qu'il y ait une supervision humaine, et dans la supervision humaine, il faut là aussi que la proportion entre hommes et femmes soit respectée très clairement. Et Sanae, c'est vrai que je suis quand même en vrai favorable à ce genre d'initiative, parce qu'en plus c'est des piscines Discovery. Si c'était vraiment la piscine, c'est-à-dire l'entrée sur le campus qui devenait non mixte, là ça me poserait clairement un problème, mais on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Et effectivement, comme vous le disiez, l'idée, c'est vraiment de pouvoir lever le voile sur peut-être des stéréotypes et de créer un environnement dans lequel elles se sentent bien.
pour derrière avoir envie de rejoindre la tech, que ce soit 42 ou ailleurs par ailleurs. Et pour vous donner quelques chiffres, on a accueilli 2200 femmes l'année dernière. L'objectif, c'est d'en accueillir 3000 cette année. Et pour celles que ça intéresse, les prochaines sessions auront lieu la semaine du 18 mai et du 1er juin. Et vous l'avez dit, c'est ouverte à toutes. Et donc, la sélection, elle se fait comment? Première inscrite, c'est première prise, c'est ça? Enfin, c'est juste dans l'ordre d'arrivée? Exactement, sur cette semaine de découverte. Comme l'objectif, c'est de la découverte, c'est vraiment accessible à toutes, sans aucune condition, et c'est entièrement gratuit sur le campus de Paris, qui est situé dans le 17e. Et ben voilà, donc si vous avez plus de 16 ans, c'est le moment de vous inscrire pour la session du mois de mai. Merci beaucoup, Sana et Blanc. Je rappelle que vous êtes la directrice de la communication et que vous pilotez les événements sur le campus parisien de 42. Nous, on enchaîne, on va continuer de parler d'Internet, sujet que vous connaissez tous très très bien, y compris sur la partie réseau, puisque Angélique, vous l'avez dit, vous avez été membre, même fondatrice d'Iliade Free. Donc on va parler de panne, coupure Internet, ces trucs qui ne nous amusent pas tellement, mais qui seraient en tout cas peut-être en passe de devenir de plus en plus importantes. Pour l'instant, je dois dire qu'on a quand même un bon réseau. En France, ça fonctionne bien, la fibre optique arrive pratiquement partout, mais c'est peut-être là le problème en fait, puisqu'on a des subventions de l'État qui ont permis à des réseaux d'aller jusque dans les territoires ruraux, sauf que maintenant, bien pour les entretenir, les gestionnaires de réseau disent « Ah bah là, ça commence à coûter très très cher, nous on n'a pas les moyens, il va falloir que les opérateurs mettent la main au portefeuille, et là, bah, on en est là ». Alors Philippe, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a vraiment des risques aujourd'hui de dégradation de notre connexion à Internet? Il y a un enjeu très fort de maintien opérationnel et en conditions opérationnelles des réseaux, ça c'est certain. Ce qui arrive aujourd'hui sur la question de l'économie des réseaux n'est absolument pas nouveau. C'est quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps. Il se trouve qu'en fait, le modèle français, sur lequel a été adossé le succès du plan France Très Haut Débit et qui fait que la France aujourd'hui caracole en tête des infrastructures numériques en Europe, ce modèle français repose sur la création d'opérateurs d'infrastructures qui ont investi dans des infrastructures et qu'ils commercialisent à des opérateurs commerciaux. Ces opérateurs commerciaux payent pour l'entretien des réseaux. Donc les opérateurs d'infrastructures, c'est on va dire les membres adhérents d'Infranum, pour résumer principalement, et les opérateurs commerciaux, c'est les 4 qu'on connaît. C'est les 4 qu'on connaît, donc Orange, Bouygues, SFR. C'est ça, et avec des opérateurs également B2B derrière. Les opérateurs commerciaux donc payent pour utiliser ces réseaux-là. Il se trouve que les lignes directrices de l'ARCEP qui donne le guide de commercialisation des réseaux. Ces lignes directrices ont été établies en 2015. Mais depuis, il s'est passé énormément de choses. Des évolutions du coût du génie civil, y compris dans son utilisation quotidienne, et des aléas climatiques, des pannes, des dégradations qui vont de façon croissante. Et ça pose aujourd'hui un gros problème pour les opérateurs d'infrastructures, puisque les coûts d'exploitation des réseaux ont augmenté, mais les recettes liées aux opérateurs commerciaux n'ont pas du tout augmenté. Excusez-moi de poser cette question, Philippe, mais ils n'avaient pas du tout anticipé le coût de la maintenance. Non, en fait, d'autant plus qu'il y a des évolutions réglementaires. Non, mais personne, je veux dire, ni l'État quand il a décidé de lancer ce projet, ni les opérateurs commerciaux, ni les opérateurs d'infrastructure, personne s'est dit, à un moment, il va falloir payer pour l'entretien. Alors, si, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a dans la commercialisation, il y a des tarifs destinés justement à supporter cette exploitation-là. Mais les conditions réglementaires elles-mêmes ont évolué. Par exemple, le coût de GCBLO, de l'offre d'Orange pour utiliser les fourreaux nécessaires au déploiement de la fibre, ces coûts-là ont augmenté de façon importante et les opérateurs d'infrastructure peinent à répercuter ces coûts sur les opérateurs commerciaux. À la décharge des opérateurs commerciaux, il y a de leur côté, bien entendu, un problème où le prix du marché est trop bas, le prix de détail est trop bas, et la concurrence avec les GAFAM qui aspirent toute l'économie des télécoms est trop forte également. Donc, c'est une problématique de filière. Chacun doit y prendre sa part, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. On risque effectivement d'avoir un effet ciseau qui serait préjudiciable à l'économie numérique elle-même. On risque d'avoir une dégradation. Dans les prochaines années. Alors dégradation, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Dans les prochaines années, on risque d'avoir ce problème-là, et il faut absolument trouver des solutions. La difficulté, c'est une question de responsabilité collective, et c'est toute la peine que nous avons à trouver des solutions qui sont pour autant identifiées, qui peut-être trouveront aussi leur écho dans la rehausse du tarif de détail, parce que, encore une fois, le marché français est adossé sur un marché de détail beaucoup trop bas. Donc là, on se dit, alors, soit on va avoir des problèmes de dégradation de qualité d'accès dans nos territoires, soit on va voir nos abonnements augmenter
par mois, mais est-ce que c'est compliqué quand même pour un opérateur aujourd'hui d'annoncer une hausse des prix? Je pense effectivement que c'est complexe. Cette compétition entre notamment les opérateurs. Après des années d'inflation. Et je pense que vous avez soulevé un très bon problème, c'est les GAFAM et toute la bande passante qui est absorbée, donc avec des revenus et des impôts qui sont souvent payés en dehors du territoire national et européen. Donc c'est un sujet, et pour le coup, ce serait intéressant de pouvoir le remettre sur la table. Après, effectivement, on a c'est le sujet du faire cher, en fait. Mais oui, exactement. Totalement. Que les grandes plateformes, les grands consommateurs en fait de bande passante participent au financement des réseaux et de leur entretien. À l'effort de guerre, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Donc, après, oui, c'est une bombe à retardement, en fait, ce sujet. Et j'aimerais ajouter un point, c'est que c'est quand même, l'objectif a été atteint en termes de déploiement fibre. Ça a même été une obsession depuis 10 ans de déployer le KPI, c'était le nombre de prises raccordées. Mais les dégradations, les pannes, c'est aussi potentiellement une fracture, en fait, numérique dans les zones rurales qui revient autrement. Donc c'est aussi un sujet, alors que là, on a réussi à les déployer. Et puis oui, il y a une responsabilité éclatée, il y a les collectivités aussi, en plus des opérateurs d'infrastructures et des opérateurs commerciaux. Et quand tout le monde est responsable, en fait, personne n'est responsable. C'est toujours un peu le sujet. On en est là. Donc, et puis c'est un changement parce que on a déployé cette couverture, et puis aujourd'hui, le sujet, c'est la fiabilité. Et donc, le nouveau KPI, c'est finalement la qualité de service. Et effectivement, Internet, c'est pas du confort. Pendant des années, ça a été le 3e tuyau de la maison. Maintenant, on sait que c'est essentiel. On a quand même tout un tas, le télétravail, et tout un tas de tout ce qui est, toutes les personnes qui utilisent, en fait, les réseaux, c'est devenu vital. Alors moi, j'ai envie de dire que c'est un mal français, en fait. C'est le parallèle avec les chemins de fer, mais aussi les réseaux d'eau, et je ne parle pas du réseau de gaz. À tout point de vue, finalement, on a cette difficulté à trouver le modèle économique qui permet d'assurer une maintenance, et tout particulièrement dans les zones rurales. Alors, on sait créer ces réseaux. Effectivement, leur maintien en conditions opérationnelles, c'est un sujet. Pour revenir sur le secteur des télécoms, c'est vrai que concrètement, c'est un secteur qui a été complètement dérégulé pendant les années 2000. Sans doute que c'est bien, sans doute que le consommateur... Dérégulé, je vois Philippe qui en a profité. Moi, je le vois clairement, et y compris dans la pratique professionnelle. Voilà, il n'y a plus de licence opérateur télécom. Donc, il y avait des redevances associées à ce statut. Il y avait un régime, et l'ARCEP, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, avait sans doute plus de poids aussi pour imposer cette qualité de service qu'elle peut le faire actuellement. C'est compliqué. En parallèle, c'est vrai que les tribunaux, depuis très longtemps, requièrent une obligation de résultat vis-à-vis, effectivement, de ces différents opérateurs. Absolument. Mais les opérateurs voient très bien qu'entre quelques petits cas de jurisprudence, malgré tout isolés, avec des montants de dommages et intérêts finalement relativement limités par rapport au fait, finalement, de ne pas investir dans le réseau, le calcul, malheureusement, économiquement, peut être vite fait. Philippe, la France a quand même une tradition séculaire de qualité d'infrastructure, et la qualité de nos infrastructures a été quand même totalement au niveau et largement meilleure que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays d'Europe. C'est ce que vous vendez à l'étranger en plus. Ah oui, mais ça s'exporte. Je reviens du Jitex au Maroc. Je peux vous dire qu'il y avait une centaine d'entreprises françaises, dont 60 d'infranus. Il y a un vrai engouement pour ce modèle français, dès lors que, bien sûr, on réussisse à ne pas exporter ce qui ne va pas, dont aujourd'hui le modèle économique, l'économie long terme des réseaux. Et puis il y a un sujet, il ne faut pas qu'on affaiblisse aussi non plus... c'est quand même des champions, nos 4 opérateurs. Il ne faut pas les affaiblir, parce qu'en face, il y a aussi les big tech qui attendent que ça, pour prendre le marché. Et très concrètement, moi, je suis très préoccupé justement par les personnes qui vivent en zone rurale, contrairement aux zones urbaines, où de toute façon le réseau cuivre va disparaître. On le voit aussi en termes de dégradation, c'est devenu insoutenable en raison du cours du cuivre, tout simplement. On parle de sabotage et de vol. Exactement, avec là aussi des décisions de justice qui ne sont pas dissuasives, il faut dire les choses clairement. Et face à ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, uniquement la fibre, mais si elle ne marche plus, il reste que Starlink. Concrètement, c'est vrai, ce réseau finalement satellitaire. Et Eutelsat. Mais pour le coup, qui n'a pas la même part de marché, ce qui pose aussi une question de souveraineté numérique. Et qui sont élitistes, encore une fois. C'est pas en zone rurale qu'on peut effectivement acheter un abonnement Starlink. Oui. Du fait de coûts. Mais sur la fermeture du réseau cuivre, c'est une source quand même de financement, mais effectivement, il faut lutter. Et je suis totalement d'accord avec le fait que les jurisprudences n'ont eu aucun effet dissuasif sur le vol de cuivre, qui contribue d'ailleurs au démontage qui sera nécessaire, mais quand même pas dans des conditions acceptables. Non, je suis d'accord, Delphine, la réalité du problème, c'est qu'il ne faut absolument pas déstabiliser le haut de la pyramide. C'est parce que nos opérateurs se porteront bien que l'ensemble de l'écosystème pourra prospérer.
et que nos infrastructures, elles aussi, trouveront leur modèle économique. Donc, il faut absolument tenir compte de tout ça. Ça fait des années qu'on alerte là-dessus, de même que nous alertons sur la résilience de nos réseaux. Ça a été dit, on est maintenant sur des réseaux essentiels. Il ne s'agit pas de quelque chose d'accessoire, mais de déterminant pour la vie économique et la vie et ça, tout court de nos habitants. Je pense que l'État l'a pris en compte, justement, avec ce plan de connexion de tous les Français. C'était l'idée quand même de porter Internet presque comme un service public, un service universel. Donc, Et on a plus de 80, je crois, réseaux déployés par le service public. Oh oui. Et donc, comme l'État n'a plus d'argent, qu'on ne veut pas affaiblir notre filière, il ne reste que les big tech. C'est ça, vous me dites, pour résoudre le problème du financement. Alors ça, oui, là, on prêche un converti, forcément, et évidemment. pour l'instant, ce sujet est enterré. Il y a eu quand même cet effet de cette loi qui est passée dans le plan de finances, avec une augmentation de la taxation, effectivement, des GAFAM. Ça n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Le problème est beaucoup plus profond, notamment sur la déclaration des revenus. Et je pense que des acteurs qui consomment 60% de la bande passante doivent contribuer eux aussi aux investissements, ou en tout cas à l'exploitation de nos réseaux. C'est une évidence. Mais il faut répondre que c'est une atteinte à la neutralité du web. Donc il y a toujours cette difficulté. Alors, et puis il y a ce risque aussi qu'on touche à la neutralité du net, puisque finalement, on risque d'avoir, comme tu disais, Jean-Luc, Internet à plusieurs vitesses, même pas que 2 vitesses, plusieurs vitesses, et ceux qui auront un service payant, plus cher, auront peut-être une meilleure qualité de service. Si on va vers ça, effectivement, c'est la fin de la neutralité du net. On en reparlera. Je vous propose qu'on attaque notre revue de presse. On n'a plus beaucoup de temps déjà. Vous là, ça va trop vite. Alors, on voulait citer, Courrier International pour changer aujourd'hui, qui fait sa une sur les Chinois qui se ruent sur OpenClaw. Voilà, l'IA qui agit plutôt qu'elle ne parle. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette IA agentique qu'on installe donc sur nos ordinateurs, qui permet d'avoir des agents qui automatisent des tâches pour nous en local. Vous êtes fan ou pas de OpenClaw ? Allez, montrez vos cartons. Qu'est-ce qu'on est frileux. Allez, devant le micro, s'il vous plaît. Angélique, devant le micro. Voilà, parfait. Donc oui, on n'est pas hyper fan. Allez, on va prendre c'est mon côté normand, désolé. Oui, mitigé quand même, parce que ça reste un service hyper intéressant, utile, et qui peut produire des effets importants sur l'économie, sur le développement de nos entreprises. Évidemment, il est adossé à toutes ces menaces de délaisser complètement son libre arbitre et de confier à un tiers sa destinée. Là, on franchit un cap, et il faut évidemment encadrer, former, faire attention à ce que l'on fait, mais c'est une avancée dont on ne pourra pas se passer demain. Et je pense simplement qu'il faut faire attention. C'est un outil open source, donc pour l'instant, le tiers n'est pas un grand méchant commercial. Oui, mais c'est anxiogène derrière, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Voilà, c'est une IA qu'on peut façonner. C'est un multiplicateur de capacité, mais j'ai mis un carton rouge. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est qu'on peut automatiser les tâches, mais pas la relation. Là, on délègue, on a vraiment un agent qui est dans une chaîne de décision pour nous. Il y a un enjeu stratégique à mes yeux parce que toutes ces nouvelles technologies et tous ces agents IA sont majoritairement sous impulsion américaine. Est-ce qu'on est prêt effectivement à laisser cette logique de décision collectivement, tous ensemble, et qui porte la responsabilité quand il y a un problème? Parce que le sujet, c'est pas l'erreur, c'est l'erreur invisible. C'est celle qu'on ne voit pas. Exact. Et donc, pour moi, effectivement, pour l'instant, je suis en rouge. Je demande à voir. J'ai pas encore testé. Donc, c'est un gros point d'interrogation. Et il y a déjà eu des gros sujets sur la cybersécurité, avec évidemment la nécessité à un moment donné pour OpenClaw d'avoir cet accord avec VirusTotal pour que tous les nouveaux développements soient scannés, mais le risque qu'il y ait des backdoors reste néanmoins très important. Moi, j'ai mis rouge parce que je suis pas prête à donner toutes les clés de chez moi, tous mes dossiers, mes accès aux mails et tout ça. Je suis pas prête. Le numéro de carte bancaire. C'est ça. Alors là, on va citer un post LinkedIn de Gaëtan de Lavilléon, qui est le cofondateur de CogX, une agence de conseil en sciences cognitives, qui nous dit l'IA ne nous libère pas autant de temps que nous ne pensions. Par contre, elle sature notre cerveau. Vous êtes d'accord ou pas d'accord ?
Moi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec lui, mais Philippe n'est pas d'accord. Ah non, ça désature le cerveau, malheureusement. Ah bon, c'est bien le problème. Ah, trop. C'est ça. C'est vraiment le problème, de désaturer notre cerveau. Mais oui, c'est pour ça que je mets à rouge, parce que je suis pas d'accord avec cette citation, même si j'ai bien compris le sens de ce qu'il voulait dire. Ouais, parce que pour l'instant, ça n'a pas fait ses preuves quand même en termes de gain de temps. Et puis moi, ça me fait penser comme au numérique, on nous disait on n'aura plus de papier, tout ça, moteur, hop, je suis encore avec des feuilles. Et je passe encore plus de temps sur les écrans qu'avant. C'est ça. En réalité, je pense que ça dépend de la nature de l'utilisateur. Oui. Dans mon cas, en fait, ça n'allège pas ma charge mentale, ça la déplace parce qu'il faut relire, arbitrer, rechallenger l'IA. Quand on le fait sérieusement, en fait, cérébralement, il y a une fatigue. Il y a une fatigue décisionnelle. Et puis surtout, moi, j'étais déjà très efficace, un peu hyperactive. En fait, j'en fais 5 fois plus. Mais c'est ça ce qui est Donc, terrible. je suis devenue une Shiva de la productivité. Donc, entre production, décision, et en fait, tu es beaucoup plus sollicité aussi. Ouais. Et donc, je trouve qu'il y a une intensification du rythme. Donc, pour moi, l'IA ne libère pas du temps, elle permet d'être omnisciente. Est-ce qu'elle libère du temps à l'avocat ? Alors, c'est une excellente question, puisque nous avions, au niveau du Conseil national des barreaux, fait un sondage avec Viavoz. 67% des avocats disent que oui, et que ce temps-là, dans la même proportion, c'est assez amusant, bénéficie à une meilleure relation client. Mais quelque chose me dit que dans les résultats de ce sondage, il y a d'une certaine manière un biais entre ce qu'on espère que l'IA va vous apporter et la réalité de terrain, qui, moi, à titre personnel, n'est malheureusement pas aussi positive, même si on a... Moi, les avocats m'ont dit, on perd tellement de temps à démonter ce que ChatGPT ou autre a expliqué aux clients qui arrivent chez nous. Puis on a des IA généralistes, nos métiers d'avocats sont de plus en plus experts, et malheureusement, si vous n'avez pas une IA experte, ça donne généralement pas le résultat souhaité, y compris sur des tâches purement administratives. Avec des risques de dégénérescence quand l'IA va puiser elle-même ses réflexions dans ce qu'elle a produit précédemment, avec une plus faible valeur ajoutée, et c'est toute la difficulté. Ouais. Et alors, du coup, encore plus de travail pour recorriger, revérifier. C'est ça. Allez, je vais vous demander quels étaient vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Vous êtes venu avec quoi aujourd'hui ? Tiens, Eric. Allez, oui, puisqu'on a reçu Laure Darcos à la commission. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule déjà ? Donc, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas si un coup de cœur, oui. Le carton vert pour donc cette sénatrice a proposé une loi qui va permettre d'introduire une présomption de responsabilité sur les fournisseurs d'IA quant au développement, au déploiement et aussi aux résultats générés par une IA. Et ça va être vraiment responsabilité un game changer. Sur le droit d'auteur. Absolument, par rapport à la réutilisation finalement d'œuvres préexistantes. Il suffira d'un indice, donc ce sera très faible en termes de standards juridiques, pour établir la responsabilité des fournisseurs d'IA. On parlait de partage de la valeur. Je crois qu'en tous les cas, ça va introduire, et c'est ce que veut la sénatrice, pas tellement des procès et des condamnations en dommages et intérêts, mais du moins d'ouvrir la porte de tous les grands éditeurs d'IA. On a reçu les rapporteurs de ce texte, effectivement. Bravo. Ouais, et le Conseil d'État a validé cette proposition de loi qui devrait passer là, avant l'été. Allez, très vite, Angélique, coup de cœur, coup de gueule ? Coup de gueule. Ouais. Moi, j'en ai marre. Ouais. De quoi ? J'en ai marre. En fait, on est en train d'importer les reculs américains sur la diversité. Et donc, je trouve qu'en Europe, on n'a pas le luxe d'aller sur ce type de sujet. Et pourtant, on voit les budgets qui chutent sur l'inclusion et la diversité. Il y a un manque de représentativité des femmes dans la tech. Encore une fois, on n'exploite pas la totalité du vivier. C'est un vrai enjeu économique, démocratique. C'est plus qu'un sujet sociétal. Avec l'IA, ça devient un enjeu d'humanité. Et donc, peut-être qu'aux États-Unis, on peut se permettre ce type de débat politique, mais pas nous en Europe. Il faut se concentrer sur la perf. Allez, 4 secondes. Coup de cœur pour la transition digitale en Afrique et l'enthousiasme, l'engouement des pays africains qui se prennent en main et qui deviennent de plus en plus autonomes sur les compétences et leur développement numérique. Merci beaucoup de les mettre en lumière. Et on termine peut-être avec des images de Artemis 2 qui était mon coup de cœur. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc le grand débrief de Smartech à 10h45 jeudi prochain. On sera là à nouveau. En attendant, Smartech revient dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.